Chapitre 1, le commencement. Partie 1. J'ouvris les yeux en sursaut, haletant, le souffle court. Une lumière blanche, presque crue, me forçait à plisser les paupières. Le plafond était lisse, fade. Mon cœur battait trop fort. Mes mains tremblaient. Où étais-je ? Je me redressai lentement. Chaque mouvement était douloureux, comme si mon corps avait été broyé. Une odeur d'alcool médical flottait dans l'air. Une machine bipait lentement à côté de moi. Un hôpital. Mais, pourquoi ? Je cherchais dans ma mémoire. Un nom. Une image. Un souvenir. Mais le vide. Mon esprit n'était qu'un grand brouillard. Vous êtes réveillé, dit une voix douce. Une infirmière entra, un sourire soulagé aux lèvres. Vous avez perdu connaissance après être frappé par un éclair, d'après ce qu'a dit un témoin. Mais bref, vous avez eu beaucoup de chance. Un éclair ? Des fragments surgissaient. Des arbres. Une forêt. Une voix. Onizuke. Je tentais de me souvenir, mais ça me glissait entre les doigts. Puis, cette nuit-là, impossible de dormir. Je restais allongé dans l'obscurité, l'esprit agité. Une insomnie profonde, peuplée de sensations étranges, de battements de cœur lointains, et d'ombres qui bougeaient sur les murs comme si elles m'observaient. Et, au fil des heures, quelques images commencèrent à revenir. Mon nom. Léo Kael. Je suis un lycéen en filière générale. J'allais entrer en première. Je venais de finir mon année à la campagne, dans un petit village paumé entre champs et collines au sud-est de la France. Cet été devait être tranquille. Mes dernières vacances avant la grande aventure. Partir en internat, à la rentrée, avec mes deux meilleurs amis, Naël et Yuna. On devait emménager dans une grande ville, dans un lycée général, loin d'ici. Plus je me concentrais, plus les souvenirs revenaient. Les balades en forêt. Les rires. Nos projets débiles à trois. Le vent dans les blés. L'odeur du goudron brûlant en été. C'était flou, mais ça revenait. Lentement. Et puis, il y avait cette autre chose. Cette voix dans la forêt. Cette silhouette, moi, mais pas moi. Onizuki. L'ombre. L'éveil. L'adaptation. Je ne savais pas encore si c'était un rêve provoqué par l'accident, ou le début de quelque chose de bien plus grand. Mais j'étais sûre d'une chose. Je ne suis plus tout à fait le même qu'avant. Partie 2. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident. Étrangement, je n'avais aucune blessure. Mon corps était en parfaite santé, ce qui rendait l'infirmière perplexe. D'après un témoin, j'avais été frappé par la foudre, littéralement. Pourtant, les examens n'avaient révélé aucun dommage, aucune brûlure, rien. Finalement, on avait conclu à un simple malaise. Un malaise violent, certes, mais rien de plus. Officiellement. J'avais passé 1 semaine à l'hôpital, puis une autre à me reposer chez moi. 2 semaines sans sport, une torture. Demain, je reprends enfin ma routine. Retour au footing, et surtout, à mes entraînements de boxe thaï, le seul sport de combat dispo dans ce coin perdu. Peu après mon réveil, j'avais remarqué un objet étrange à mon poignet, un bracelet noir, fin, orné de symboles inconnus. Je ne l'avais jamais vu avant. Il était là, comme s'il avait toujours fait partie de moi. J'étais convaincue que cet être Onizuke me l'avait laissé. Un cadeau ? Un sceau ? Un lien ? Une malédiction ? Je ne savais pas. L'un des symboles représentait précisément la dague avec laquelle il m'avait transpercé dans cette vision, ou cette réalité, je ne savais plus. Il était léger, presque imperceptible, mais je sentais une énergie vibrer en lui, et en moi. Comme si ce lien m'alimentait. Une fois, je l'ai retiré, juste pour voir. Aussitôt, une sensation de vide m'a envahi, comme si toute ma force m'échappait. Je l'ai remis aussitôt. Ce truc ne me quitte plus. Il me reste 1 mois de vacances. 1 mois pour comprendre ce que je suis devenue. Pour explorer ses pouvoirs.
pour découvrir la vérité sur l'ombre. Je n'ai encore rien dit à Naël et Yuna. Mais ça tombe bien, je les vois demain. Le lendemain, comme prévu, j'ai effectué ma routine. 6h30. Réveil brutal, douche froide, petit déjeuner rapide, 2 tartines, un œuf dur, une banane. J'ai enfilé mon short, mon t-shirt noir, et mes baskets usées. Le bracelet était toujours là, noir comme la nuit, ses symboles plus visibles que jamais. Il semblait vibrer doucement, comme en réponse à mon agitation. Je suis sortie en courant, direction la forêt, mon parcours habituel. L'air du matin était frais, chargé de rosée. Chaque pas martelait le sol humide, chaque respiration m'ancrait un peu plus dans le réel. Et pourtant, tout en moi criait que quelque chose avait changé. Je me sentais plus léger, plus rapide. Mes appuis étaient plus précis. Mon corps réagissait comme jamais auparavant, comme s'il connaissait chaque mouvement à l'avance. C'était grisant et légèrement inquiétant. Au bout de 20 minutes, je me suis arrêtée, haletant mais en pleine forme. C'était là, dans cette clairière, que tout avait basculé. Je la reconnaissais, malgré les différences. Il y avait une sorte de tension dans l'air, comme si le lieu gardait la mémoire de ce qui s'était passé. Je suis restée là un instant, immobile. Le vent jouait doucement dans les feuillages, mais j'avais la sensation étrange d'être observée. Je sentais une présence diffuse, plus discret, presque imperceptible, mais présent. Je me suis accroupie, posant ma main sur le sol. L'herbe était froide, et là, au centre de la clairière, là où j'avais vu cette silhouette la veille, rien. Aucun signe de brûlure, aucune trace, même pas une empreinte. Pourtant, je savais. Ce que j'avais vu n'était pas un rêve. Puis je regardai en face là où il était apparu. Un oiseau s'envola brusquement, comme chassé par une présence invisible. Et pendant un instant, j'ai cru voir, juste entre 2 arbres, une silhouette. Ou une illusion. Mais quand j'ai cligné des yeux, il n'y avait plus rien. Je suis allée à la bibliothèque pour en apprendre plus sur ce Onizuke, ou Onizuki. Je ne sais même plus. J'y suis allée sans grande attente, parce que toute cette histoire, franchement, ça ressemble à un délire de roman. Mon dernier espoir, c'était une vieille femme qui travaillait là, complètement folle à l'époque. Quand on était gamin, elle nous faisait rire avec ses histoires bizarres. Elle parlait d'esprits, de mondes parallèles et de pouvoirs anciens. On se moquait, mais quelque part, je crois qu'on aimait bien l'écouter. Et là, bien sûr, la seule fois où je viens pour m'instruire dans cette fichue bibliothèque, elle n'est pas là. C'est chiant. Je suis quand même repartie avec quelques livres de fantastique. Au point où j'en suis, autant prendre n'importe quoi qui pourrait m'éclairer un peu. De retour chez moi, j'ai déjeuné, puis je suis partie à la salle de sport. C'était les vacances, donc les cours de boxe commençaient plus tôt. Je suis arrivée en retard. Il y avait déjà tout le monde. J'ai filé vite fait au vestiaire pour me changer. Alors comme ça tu sèches pendant 2 semaines, et en plus de ça, à ton retour t'es en retard ? Lança le coach. Je me suis gratté l'arrière de la tête, un peu gênée. J'ai pas vraiment séché. C'est la même chose. Maintenant, file. Le coach, c'est un homme imposant, avec une carrure de mastodonte. Exigeant, parfois dur, mais toujours bienveillant. Quand on était petit, et même maintenant, il nous conseillait sur la vie, nous parlait franchement, comme un oncle un peu bourru mais toujours là pour nous. On l'a toujours appelé le coach, sans prénom. C'était notre façon à nous de lui montrer du respect et de l'affection. Notre club est connu pour être un point de rassemblement dans le coin. Grâce à la carrière du coach, ancien boxeur renommé, la salle a gagné en prestige. Des clubs voisins viennent parfois s'entraîner ici. Je fais partie de son petit groupe de favoris. Et parmi nous, Naël, c'est l'un des meilleurs. Je l'ai vu, seul sur le ring, en train de bosser sa session perso. Il m'a fait un signe de la main pour que je le rejoigne pour un sparring. Naël, c'est un blond aux yeux bleus, très fin. Le genre qui plaît aux filles sans faire d'efforts. Il est très assidu, presque maniaque, et toujours le premier à réagir contre l'injustice.
Ça colle pas trop avec son côté provocateur, mais c'est comme ça. Il provoque pas pour écraser, mais pour forcer les autres à se dépasser. Alors le flemmard, comment ça va? J'ai failli lui répondre qu'il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses pour qu'on se donne à fond. On a tapé les gants, et le sparring a commencé. Comme toujours, Naël menait le sparring. Son jeu de jambes était précis, ses enchaînements nets, presque mécaniques. Il contrôlait le rythme, dictait la cadence, me forçant à rester sur la défensive. Mais plus les minutes passaient, plus quelque chose changeait en moi. Mes sens s'aiguisaient. Mon souffle se stabilisait. Chaque clignement de ses paupières, chaque micro-mouvement de ses épaules, chaque transfert de poids devenait limpide. C'était comme si son corps me parlait, et pour la première fois, je comprenais tout. Le monde autour de moi semblait étouffé. Le bruit des coups, les cris du coach, tout devenait lointain. Mon regard ne suivait plus, il anticipait. Comme si mes yeux et mes muscles dansaient sur une musique que Naël n'entendait pas encore. Son direct arriva, et sans y penser, ma main monta. Parfaitement placée. Parade. Contre. Esquive. Coup au flanc. Il recula d'un pas, surpris. Je n'avais jamais été aussi fluide. C'était comme si mon corps savait quoi faire avant même que je ne le décide. Comme si un autre moi, plus rapide, plus instinctif, prenait les commandes. Naël fronça les sourcils. Il accéléra. Mais moi aussi. Et cette fois, ce n'était plus lui qui menait. Les minutes passaient, et peu à peu, ce n'était plus Naël qui se tenait devant moi. Quelque chose avait changé. La personne face à moi n'était plus mon ami, mais une ombre. Je la voyais. Une silhouette noire, flottante, plaquée contre lui comme un double déformé. Elle avait sa taille, ses gestes, sa posture, mais ce n'était pas une simple imitation. Non. Elle ne copiait pas. Elle précédait. L'ombre exécutait les mouvements avant même que Naël ne les fasse. Un uppercut? L'ombre le lançait une fraction de seconde plus tôt. Un pas de côté? Elle le prenait avant lui. C'était déroutant. Hypnotisant. J'aurais dû paniquer, mais sur le moment, ça me paraissait naturel. Trop naturel. Quand j'ai enfin pris conscience de l'étrangeté, de l'horreur de ce que j'étais en train de voir, mes jambes se sont dérobées. Je suis tombée, comme fauchée par une peur de moi-même. Et l'ombre, comme si elle n'avait existé que dans mon esprit, s'est évaporée. Léo? Ça va? La voix de Naël me parvenait comme à travers une vitre. Lointaine. Brouillée. Ouais, bien joué ta projection au sol, faudrait que tu me l'apprennes un jour, soufflai-je, en détournant les yeux. Il me tendit la main. J'hésitai un instant, puis l'attrapai. Honteux. Pas d'avoir perdu. Mais d'avoir triché. T'as bien progressé, Léo. S'exclama le coach. Allez, salut de fin d'entraînement. On remballe. Les autres boxeurs s'étaient rassemblés, transpirants mais souriants. Moi, je n'avais qu'une envie, filer. Nous avons fait le salut. Les gants contre le cœur. Une tradition. Une forme de respect. Mais moi, au fond, je ne me respectais plus vraiment. Ce n'était pas moi qui avais boxé. Pas seulement. Et c'est ainsi que s'est terminé l'entraînement. Bonus, fiche personnage, Léo Kael. Nom complet, Léo Kael. Âge, 15 ans. Date de naissance, 10 décembre 2001. Statut, lycéen en première générale, spécialité scientifique. Description physique. Taille, 1m78. Cheveux, châtain foncé, légèrement ondulés. Yeux, gris-bleu, aux reflets changeants selon la lumière. Signe distinctif. Tache de naissance en forme d'éclair sous la clavicule gauche qui est assez remarquable. Bracelet noir mystérieux apparu après l'accident, orné de symboles mouvants. Pouvoir. Maîtrise de l'élément de l'ombre. Léo développe des capacités d'adaptation liées aux éléments de l'ombre.